Un parlement en toc, c'est le titre du livre sorti aujourd'hui chez les libraires de la députée du Gard Annie Chapelier. Après 5 ans à l'Assemblée nationale, la Gardoise, infirmière hospitalière de profession, dresse un tableau acide de son expérience et juge sévèrement le bilan du chef de l'État Emmanuel Macron, considérant que les députés jouent un rôle de figuration, que les votes ne sont pas réels. Un travail complètement factice qui entraîne une forte abstention et un détournement des électeurs vers des populistes. Pire, selon Annie Chapelier, toute la rancune des Français se cristallise désormais sur les parlementaires. Selon elle, l'urgence est d'engager une profonde réforme constitutionnelle. La députée prône aussi une démocratie plus participative, des mesures de simplification et d'équité, notamment pour les maires des petites communes. Elle est favorable à la suppression des régions et des intercommunalités qui, selon elle, ne servent à rien, à part multiplier les couches et diluer les compétences. Comme Annie Chapelier, êtes-vous favorable à une révolution parlementaire? On en parle ce soir dans Bonsoir le Gard. Alors on va profiter que la députée Françoise Dumas soit avec nous dans l'émission ce soir pour lui demander son avis. Alors je présume que ce livre vous l'avez peut-être pas encore lu parce qu'il est sorti que ce matin, mais je présume que vous avez un avis en tout cas, au moins sur les propos qui sont tenus. On a essayé de sortir un peu en substance l'interview qu'elle a accordée à Objectif Gard et à l'un de nos journalistes, François Demeure, dans la semaine. Voilà, quel est votre point de vue sur tout ce qu'elle dit, à la fois sur son expérience de parlementaire et notamment sur le fait que ça sert à rien finalement d'être à l'Assemblée nationale? Bah écoutez, je suis scandalisée à plusieurs titres. D'abord, ça me dégoûte. Je trouve que la période de sortir ça là aujourd'hui, au moment où on est dans un débat entre deux tours, où il y a quand même des enjeux majeurs, des enjeux de société, de changement pour notre pays, je trouve que c'est vraiment... c'est minable, quoi. C'est petit. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une pensée pour Fabrice Verdier, qui a bossé pendant 5 ans de cette circo. Je l'ai vu travailler au quotidien. Je veux dire que tout le travail qu'il a fait ait pu être détruit comme ça en 5 ans, ça me désespère. Et troisièmement, non content de ne pas le lire, je recommande à ce qu'il ne soit pas lu, parce que c'est un torchon, ce n'est pas la réalité de ce qu'on vit. Et puis en plus de ça, je veux vous dire, s'il y a vraiment des livres de Gardois, je vous en conseille un, c'est de lire le livre qui vient de sortir du philosophe Olivier Abel, qui est Gardois, sur les humiliations. Et là, peut-être qu'on comprendra mieux quels sont les mécanismes d'un certain nombre de nos difficultés, y compris sur le plan sociétal, social ou politique, mais en tout cas certainement pas ce torchon. Pourquoi, à votre avis, elle a pu avoir ce ressenti? Parce que c'est vrai que ça paraît à l'opposé. Parce que d'abord, elle est arrivée, quand elle a été élue, elle est arrivée avec des a priori sur le monde politique. Moi, je me souviens d'une conférence de presse où elle disait « Moi, j'ai un travail, je ne suis pas comme tous ces politiciens ». Sauf que les autres aussi avaient un travail, nous avons tous eu un travail, une profession, une culture professionnelle, une antériorité. Donc elle avait déjà une idée préconçue des choses et elle n'a pas trouvé sa place parce qu'elle n'a pas su travailler. Elle n'a pas su travailler les choses correctement, je suis désolée. Mais un député est utile et le fait de balancer ça là, aujourd'hui, c'est pire que tout parce que elle est populiste et elle renforce encore ce sentiment de violence à l'égard des parlementaires. Après, dans son livre, il n'y a pas que ça non plus. Je vais essayer quand même, non pas de mettre des choses à son crédit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut peut-être un peu nuancer. Elle apporte aussi des réflexions. Il y a quelque chose que je ne vais pas nuancer, Abdel. Après, on va faire parler les autres sociétaires qui sont là. Oui, mais je vais quand même dire quelque chose. C'est que si vraiment elle considérait qu'elle était une parlementaire inutile ou en toc, je ne vois pas pourquoi elle est restée jusqu'au bout parlementaire. Le premier des courages, ça aurait été de démissionner et de remettre en jeu et aussi respecter les électeurs de sa circonscription qui ont quand même voté pour elle. Parce qu'elle fait toujours partie de cette majorité. Elle aurait pu au moins avoir le courage de démissionner et dire « je suis inutile ». Bon, on va d'abord donner la parole du coup à Nicolas. Allez, vas-y Nicolas. Ouais, désolé Julien, mais j'aimerais réagir parce que j'ai été aux côtés de Fabrice Verdier en tant qu'attaché parlementaire pendant plus de 4 ans. D'abord, je remercie la députée Dumas de lui rendre hommage parce qu'effectivement, il a fait un énorme travail de terrain pour être l'ambassadeur de son territoire. Je pense que ça fait aussi partie des prérogatives d'un député. J'ai le sentiment, et là je vais peut-être me décaler un peu, que de nombreux députés En Marche qui découvraient la vie politique sont passés à côté de cette dimension qui est cruciale
Quand on est élu d'un territoire, on le représente, on doit porter les dossiers locaux. Alors, ce n'est pas que ça. Elle a le droit quand même d'être déçue. Enfin, encore une fois, je ne vais pas la défendre, mais on a le droit de dire que peut-être qu'elle est déçue de ces 5 ans. Je vais juste me permettre d'aller jusqu'au bout de la réflexion. Ce que je peux entendre dans son discours, c'est la frustration qui est générée par la façon dont fonctionne notre système démocratique. Et par la machine parlementaire. Moi, ce que j'ai vécu en tant qu'attaché parlementaire, et je pense que parfois, même s'ils ne le disent pas, parce que c'est difficile pour eux de le dire quand on est dans une majorité, les députés se sentent un peu coincés, et parfois un peu pas forcément écoutés. Quand on mène des jusqu'à leur terme et que l'arbitrage vous est défavorable parce que le ministre a décidé et quand on veut amender une loi et où on veut mettre un texte à l'agenda et que ce n'est pas entendu par le groupe ou par le ministre, c'est compliqué. Bien sûr. C'est la loi du collectif. Julien, dans son livre, elle prône la participation citoyenne, pourquoi pas. Elle propose la suppression des régions. Alors, je ne sais pas pourquoi elle le propose, et des intercommunalités. Mais enfin, voilà. Après, elle fait des propositions au regard de son expérience, qu'elles soient bonnes ou pas. Ces propositions, alors, il ne s'agit pas pour moi de défendre Madame Chapelier, mais sur le fond, je pense qu'elle a raison sur un certain nombre de constats qu'elle fait au Parlement, sur le fait que, malheureusement, aujourd'hui, le Parlement est un peu à la Ve République, ce que la figure du président de la République était à la Troisième et à la Quatrième République, c'est-à-dire un épouvantail. C'est vrai que tout ça, c'est pas nouveau. Louis-Napoléon Bonaparte, effectivement, a été élu président de la République. Derrière, il fait un coup d'État. Quand en 1870, on a créé une République, on a dit surtout pas de pouvoir au président de la République. Ensuite, la Seconde Guerre mondiale et la défaite face à l'Allemagne nazie est passée par là, la guerre d'Algérie est passée par là, De Gaulle revient et dit c'est le Parlement qui est le lieu de tous les compromis et donc de toutes les compromissions, par un raccourci un peu facile, qui est la cause de tous ces maux. Il faut un pouvoir fort et il faut que, du coup, la nation soit unie derrière le chef de l'État. Du coup, ce Parlement devenu suspect, on en est venu à lui retirer petit à petit toute sa légitimité. Parce que quand il est revenu en force dans les institutions de la Ve République autour de la cohabitation, en 1986, se sont posées beaucoup de questions. Mitterrand est resté, Chirac est resté pendant 5 ans sous la cohabitation avec Lionel Jospin, et tout le monde est convenu de dire, finalement, les institutions n'ont pas vraiment de sens comme ça, il faut faire un quinquennat. Le problème de ce quinquennat, c'est qu'il a privé, surtout avec l'inversion du calendrier législatif et présidentiel, a privé tous les parlementaires de leur légitimité politique propre. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu peut-être une chambre d'enregistrement. Pourquoi ? Tout simplement. Parce que, est-ce que vous pensez, je termine juste mon raisonnement, c'est pourquoi je dis qu'ils ont perdu leur légitimité, les parlementaires, c'est que pourquoi un pays qui vient d'élire un président de la République, un mois après, viendrait, sur 577 répliques de circonscription, se contredire et finalement mettre en difficulté le président qu'il vient d'élire. Or, si une hypothèse sur une élection devient absurde, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le sens politique d'une élection ? Et si une élection n'a pas de sens politique, quelle est la légitimité d'un élu qui est élu comme ça ? Alors, Nicolas, et après je vous redonne la parole, Madame la députée. Sans tout remettre en question, il y a des petites choses qui peuvent peut-être être faites et qui peuvent améliorer le système. D'abord, la décorrélation entre les législatives et les présidentielles. Aujourd'hui, il y a cet effet dont vous parlez est lié au fait que la présidentielle est très proche des élections. C'est d'ailleurs ce que veut faire Emmanuel Macron, puisqu'il propose le retour d'un septennat et il propose effectivement qu'au milieu, un peu comme à la sauce américaine, on puisse renouveler éventuellement l'Assemblée nationale. Effectivement, alors je pense que ça, c'est à réfléchir. Après, il y a la question de la proportionnelle. Et là, c'est un sujet très délicat. Ça, c'est la lubie de Julien. Je crois savoir qu'il a... Mais pour ma part, je pense qu'il faudrait qu'on soit en capacité de poser le débat plus largement. C'est-à-dire que notre problème aujourd'hui, c'est qu'un président élu, même s'il engage une réforme institutionnelle, il ne peut pas le faire pour s'affaiblir politiquement. C'est normal, ça se comprend. Quand on est en responsabilité, on ne peut pas s'affaiblir. Donc il faudrait que ce soit posé dans un cadre plus large pour que collectivement, et peut-être à l'échelle du pays, on réfléchisse ensemble à la démocratie représentative qu'on veut. Parce que c'est ça finalement ce que disent les gens. Ils disent, on ne se sent pas suffisamment représenté, et les élus disent on fait ce qu'on peut, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. On revient un peu à 2007, à la proposition de Ségolène Royal.
De François Bayrou. Il y en a eu et de Nicolas Sarkozy. Effectivement. Nicolas Sarkozy a fait certainement la réforme en 2008 la plus réhabilitatrice pour le Parlement que nos institutions aient connue depuis 60 ans. Françoise Dumas. Alors je voudrais dire plusieurs choses par rapport à ce qui vient d'être... je partage en l'état. C'est-à-dire que je pense qu'on me demande tout et son contraire au Parlement. Il faut quand même savoir qu'un parlementaire, il est là pour, évidemment, décliner le projet tel qu'il a été prévu dans le cadre du quinquennat et qu'il est proposé aux électeurs. Donc il est logique que dans la situation actuelle, les parlementaires soient là pour mettre en œuvre, sur proposition du gouvernement, ce que le président de la République a mis dans son projet. Sinon, ça voudrait dire que nos institutions ne fonctionnent absolument pas. Mais il y a quand même quelque chose qu'on oublie, c'est qu'un parlementaire, il est là pour contrôler l'action du gouvernement. Et là, en tant que présidente de la Commission de la Défense, je peux vous dire que notre travail, c'est aussi d'aller, et ça, on a la liberté. Moi, personne n'est venu me dire en me disant tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. Je contrôle les services et les ministères comme je le souhaite. Je voudrais quand même dire aussi que justement, ça pour rejoindre ce que vient de dire Nicolas, c'est que peut-être on va profiter de ce mandat puisque si le président de la République est réélu, il sait très bien qu'il pourra pas se représenter et que donc il a cette période-là pour pouvoir justement remettre à plat cette discussion sur la représentation, sur des formes, l'amélioration de cela. Moi, je pense qu'effectivement, un mandat plus long est intéressant et qu'il ne soit pas concomitant avec, en gros, qu'on puisse à mi-mandat changer ou en tout cas renouveler un peu les forces ou en tout cas se réadapter par rapport à ce qu'a pu faire le président de la République. Je pense que c'est une des bonnes solutions. Tu es favorable, Julien ? Pas vraiment, parce qu'en fait, ce serait un retour au statut hanté, c'est-à-dire on aurait des cohabitations régulières. J'ai rien contre la cohabitation, mais que ce soit le Premier ministre qui dispose d'une forte assise parlementaire et donc d'une mainmise sur l'action parlementaire ou le président de la République, ça change in fine pas grand-chose. Moi, ce que je verrais bien, mais après, c'est pas moi, c'est pas mon idée. Jean-Louis Bourlange l'a défendu, Pierre Lelouch aussi. C'est un transfert, une séparation stricte des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif, de façon à ce que le président soit élu, dispose d'un cabinet, mais que ce cabinet, ce gouvernement, en fait, ne soit pas responsable devant l'Assemblée nationale, de façon à ce que l'Assemblée nationale ne soit pas en permanence tenue par le joug de la dissolution et de la nécessaire stabilité gouvernementale et puisse voter librement, en son âme et conscience, avec une représentation Et ça ne peut pas se faire tout simplement en supprimant le 49.3 ? Déjà, il faudrait passer à la proportionnelle. La mère de toutes les réformes, c'est la proportionnelle. Déjà, il faut passer à la proportionnelle. Et si vous êtes en proportionnelle, vous risquez d'avoir, même avec le 49.3, vous risquez d'avoir une instabilité gouvernementale assez forte. C'est la raison pour laquelle, si vous supprimez le gouvernement, ou du moins la responsabilité politique du gouvernement devant l'Assemblée, finalement, les lois qui seront discutées le seront librement et ce sera à charge de l'exécutif, ou du moins des partisans de l'exécutif, de trouver des majorités pour chaque loi. Un dernier mot rapide parce qu'on est au bout. Pour revenir à Annie Chapelier et éviter une certaine frustration, comme elle peut le dire dans son livre, est-ce que diminuer le nombre de députés, de parlementaires, est-ce que ça peut pas être une solution aussi ? Mais ça changerait quoi ? On peut diminuer le nombre de députés, pour ça, tout ça, ça peut se discuter, mais ce qu'il faudrait, c'est parce que, contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'ils aient, voilà, Nicolas évidemment le sait puisqu'il a vécu, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup plus de moyens. Vous avez un parlementaire allemand, il dispose d'une dizaine de collaborateurs et ils ont des budgets considérables, ce qui n'est pas le cas. Et ils peuvent beaucoup plus travailler. Allez, un tout dernier mot, Nicolas, on arrive au bout. Vraiment, parce que c'est bien de pouvoir le partager. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on fait du fond aussi dans cette émission. Comment voulez-vous qu'un député qui dispose de 2 à 3 collaborateurs puisse analyser tous les textes de loi, être dans les villages quand il est invité, répondre aux courriers, etc. C'est pas possible. Madame Dumas, qui est présidente d'une commission, elle bénéficie de davantage de moyens qui sont peut-être pas en plus suffisants, mais disons que là, ils sont pas armés pour répondre aux exigences. Pour moi, l'important, c'est pas forcément que les parlementaires aient plus de moyens, même si je suis d'accord avec ça. L'important, c'est surtout que les Français qui votent
pour le Front National à 25%, puisse avoir 25% de parlementaires à l'Assemblée nationale. Pour que les gens qui votent Jean-Luc Mélenchon à 20% puissent se retrouver avec 20% de parlementaires. C'est comme ça que les gens retrouveront foi dans leur capacité à voter et se ressentiront pas toujours obligés de calculer pour empêcher quelqu'un d'arriver. Monsieur Devez, on va se déconnecter du terrain si on fait ça. Parce que la proportionnelle, c'est plus des élus de... non, ça c'est sûr. Oui, je suis d'accord. Et alors, comment on représente ceux qui ne votent pas ? Donc il faut aussi une large majorité pour pouvoir asseoir nos institutions.